Donc, les objectifs du projet: identifier les leviers opérationnels les plus pertinents pour décarboner la mobilité dans les zones de moyenne densité. Ensuite, identifier les freins aussi. Ça, c'était un deuxième axe du projet, relativement important. Identifier ce qui fait frein à la mise en œuvre de politiques de mobilité bas carbone dans les territoires. Et cela dans l'optique d'alimenter le débat pour les municipales en 2020 et les élections aussi qui suivront. Périmètre de l'étude, donc c'est la mobilité quotidienne des personnes. La décarbonation par les usages et pas par les véhicules. Donc nous avons visé spécifiquement les politiques qui visent le changement de comportement vers des mobilités plus partagées et plus actives. Et en France, hors Île-de-France, pour garantir une certaine réplicabilité des études de cas. Et dans les zones de moyenne densité. Alors les zones de moyenne densité, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça, c'est la carte qui avait été élaborée dans le cadre d'un projet précédent, du Shift Project, qui est sorti en 2017. Je vous la montre parce que ça permet de voir qu'il s'agit de zones qui sont relativement denses tout de même. C'est-à-dire c'est 11% du territoire et 43% de la population. Alors pourquoi elle nous intéresse? C'est qu'en fait, nous, on a une exception par la densité, mais aussi par la forme urbaine, c'est-à-dire c'est malgré leur relative densité, on est dans des formes urbaines qui sont très adaptées à la voiture, parce que aussi elles ont été constituées pendant les années voiture et après. Et donc, malgré leur relative densité, l'utilisation en solo du véhicule particulier est encore très répandue. Et à horizon, donc 5 à 10 ans, mandat municipal. Alors, l'approche qui sous-tend en fait toute la méthodologie est que si la voiture, et en particulier son utilisation en solo, est aussi puissante et aussi incontournable, c'est qu'en fait, il s'agit d'un système. Et donc, d'un système qui est composé certes du véhicule, mais aussi de l'infrastructure, des services, bien sûr de tout ce qui est derrière la fourniture d'énergie, la fiscalité, aussi un imaginaire porté par une communication et une publicité très efficace. Donc, si on veut faire pencher la balance du côté des modes, des usages alternatifs à la voiture solo, il faut aussi que ceci constitue système, et ce aussi du point de vue justement de l'infrastructure, des véhicules. Donc infrastructure, je veux dire aussi stationnement, infrastructure linéaire, des services, de la fiscalité, et ça on va en parler dans un des ateliers collaboratifs, et aussi du point de vue de la communication et de l'imaginaire. Ça, c'est un peu la philosophie qui sous-tend la méthodo. Ensuite, on ne pouvait pas décemment parler de mobilité dans les zones de moyenne densité sans parler de la forme urbaine. Donc, bien que ça ne soit pas le focus du projet, on a fait une ouverture vers quels sont les freins à la mise en œuvre d'un urbanisme des courtes distances. Et puis, bien entendu, pour faire pencher la balance, il est nécessaire d'agir sur le système alternatif, mais également sur le système voiture pour rendre l'autosolisme moins intéressant. Alors, bien entendu, comme on voulait faire des retours d'expérience et identifier les freins, il nous a paru logique d'aller dans les territoires pour faire ces retours. Donc, comment on a fait pour identifier ces territoires, ces retours d'expérience? On a fait une analyse bibliographique. Ça a duré quand même 2-3 mois, l'étape de recherche préliminaire. On a fait une analyse bibliographique qui a visé à voir comment on parlait de la mobilité dans les zones de moyenne densité, ou pas, et de quel territoire on parlait, pour voir où est-ce qu'il serait intéressant d'aller. On a visé la bibliographie, on est remonté une dizaine d'années, justement pour avoir à la fois des retours d'expérience qui soient suffisamment anciens, mais qui se situent dans un cadre réglementaire tout de même relativement actuel.
Et on a fait aussi 30 entretiens avec des experts transport et mobilité pour nous aider à identifier ces territoires. Donc on a fait un premier bilan qui était celui d'une rareté vraiment aussi du retour d'expérience. C'est-à-dire que les politiques n'étaient jamais vraiment analysées dans leur ensemble et les retours d'expérience chiffrés nous ont paru relativement peu fréquents. Donc les critères de sélection que nous avions, évidemment, c'est la pertinence des politiques au regard de ce que nous cherchions. L'ancienneté suffisante, ça je viens d'en parler. La nécessité aussi de trouver des interlocuteurs sur place qui eux-mêmes aient suffisamment un recul temporel suffisant pour nous en parler et aussi une sensibilité, je dirais, à la problématique que nous proposions. Et ensuite, on s'est efforcé, évidemment, de trouver des agglomérations avec des tailles et des densités différentes, avec des caractéristiques de gouvernance un peu différentes et une localisation géographique, si possible, dans des endroits différents de France. Je vais lever le suspense. On a été donc voir... On a fini par sélectionner la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, la communauté urbaine d'Arras, les métropoles de Grenoble et de Strasbourg, donc pour ce qui est bien sûr de la zone de moyenne densité, c'est-à-dire première couronne et début de deuxième couronne, et la communauté urbaine de Poitiers. Donc on a fait un travail préparatoire, on a élaboré un questionnaire générique que vous trouvez dans le rapport intermédiaire. Il s'agit d'un maxi pense-bête de tous les sujets qu'on voulait aborder. Et puis, avant d'aller dans chaque territoire, on a fait un pré-diagnostic basé sur les documents de planification et sur l'enquête ménage-déplacement. Et parallèlement, on a identifié les interlocuteurs. On a visé une dizaine d'interlocuteurs par territoire. Et on a aussi passé du temps sur place, parce qu'une politique de transport, ça se dit, mais aussi ça se voit sur le terrain. Elle est assez évidente dans l'espace public. Et donc, on a pour l'instant, dans le rapport, vous avez les études de cas de Saint-Nazaire et d'Arras, parce que nous avons tenu tout de même à les envoyer à l'avance au territoire pour qu'ils nous fassent un retour avant de les publier, pour qu'ils valident et pour qu'ils fassent éventuellement des compléments. Grenoble est en train d'être élaboré, et puis il y aura bien entendu aussi Poitiers et Strasbourg pour le rapport final. Alors, le type d'interlocuteur rencontré, systématiquement, on a essayé de rencontrer l'élu mobilité de l'intercommunalité, les services techniques, donc pour ce qui concerne à la fois les différents sujets de la mobilité, mais aussi l'urbanisme, les représentants des agences d'urbanisme sur place. Et aussi, il nous a paru intéressant d'aller rencontrer les référents mobilité des plans de mobilité d'entreprise. On va vous en parler plus en détail. Et puis, voilà, ponctuellement, selon les besoins des représentants de l'exploitant TC, des transports en commun, des vélos ou des experts sur des sujets spécifiques. Donc, les études de cas, en gros, on a regardé un certain nombre de mesures de transition vers les modes actifs, donc vélo, marche et partagé, transport en commun, covoiturage, etc. Les plans de mobilité en entreprise, la politique routière et l'aménagement du territoire et l'urbanisme sous un certain nombre d'aspects, coûts, gouvernance, réseau, etc. Juste un petit mot pour conclure sur la méthodologie, le calendrier. Donc, on a fait ce travail sur les derniers mois de l'année dernière, le travail préparatoire entre novembre et janvier à peu près. On a été réaliser les études de cas sur le terrain entre le mois de mars et de juillet. Et ensuite, là, on est en train d'analyser, de faire les analyses au fur et à mesure, et nous visons donc février pour un rapport final. Alors, en ce qui concerne les résultats intermédiaires, je vais commencer par l'urbanisme, puisque c'est un peu en guise d'introduction.
Et aussi parce que la forme urbaine, comme je le disais, est très caractérisante et très impactante sur ce qu'on va dire ensuite sur les transports, sur la mobilité. Donc la limitation de l'étalement urbain nous a paru une nécessité bien identifiée dans les territoires qu'on a visités, c'est-à-dire tout le monde se dit que c'est nécessaire. Il y a régulièrement, dans le cadre des PLU, voire des PLU intercommunaux, des règles qui limitent l'enveloppe urbanisable. Il y a aussi des actions ciblées sur les zones commerciales de périphérie, c'est-à-dire que les zones commerciales de périphérie sont identifiées notamment par les villes moyennes comme un danger. Un peu pour le commerce de centre-ville, c'est-à-dire que la concurrence avec le commerce de centre-ville et la paupérisation, on peut dire, dans certains cas de celui-ci est très, très ressentie. Et donc, il y a des actions ciblées. Après, ça dépend du risque qui est identifié. Par exemple, à Saint-Nazaire, il y a une interdiction de surface inférieure à 400 mètres carrés dans les centres commerciaux pour éviter la découpe et donc éviter la concurrence potentielle avec les commerces de centre-ville. Il y a d'autres endroits où on a mis en œuvre des moratoires sur les extensions des zones commerciales externes, tant que le taux de vacances dans les centres-villes est supérieur à un certain pourcentage. Mais bien entendu, d'une part, ces mesures ne portent que sur ce qui est rajouté et pas sur l'existant, mais aussi on a rencontré des freins importants à ces politiques de limitation. Notamment des logiques financières qui finissent toujours par primer dans les programmes par rapport à la logique de planification, portée notamment par un différentiel de prix très important entre les zones agricoles et les zones plus denses. Une facilité aussi dont on nous a fait état, obtenir des dérogations des règles établies notamment sur les zones à urbaniser, sur fond de concurrence, au final, entre territoires pour attirer les implantations économiques, les implantations des activités, et aussi sur fond de rapports de force, parfois déséquilibrés, entre les élus de communes petites ou moyennes et puis des grands promoteurs et des grands groupes industriels. Auquel s'ajoute aussi un enjeu spécifique dont on nous a parlé notamment dans les villes moyennes, c'est la désirabilité aussi des projets de densification pour une certaine couche de la population et notamment les familles qui viennent s'implanter dans les villes moyennes, pas pour s'implanter dans du collectif, mais pour aller avoir un petit jardin à l'extérieur. Donc tout ça, ça constitue quand même des freins assez puissants. Donc des effets rebonds aussi particulièrement néfastes en théorie sur la mobilité, c'est-à-dire des gens qui vont s'implanter encore plus loin justement pour avoir ces avantages. Donc on va continuer sur les actions plus ciblées mobilité. Donc avec les transports en commun, je vais laisser la parole du coup à Alessia, qui a travaillé avec moi sur le projet. Oui, bonjour. Du coup, en matière de transport en commun, la problématique qui se pose, donc c'est celle qui est aussi posée par l'urbanisme existant dans les zones de moyenne densité que Laura a exposé juste avant. Et donc la desserte en transport en commun de ces zones-là est complexifiée par la forme urbaine qui est pensée pour la voiture. Donc les zones de moyenne densité sont caractérisées par un tissu urbain relâché, ce qui entraîne des problématiques pour la desserte en transport en commun, avec notamment une amplitude horaire et des fréquences de passage qui sont nécessairement plus faibles que dans les zones denses des territoires, ce qui aboutit à un manque d'attractivité des transports en commun dans ces zones-là. Donc la voiture reste de loin le système, le mode de déplacement le plus pratique et le plus facile pour se déplacer.
Et ça se ressent aussi dans le public en fait, qui utilise les transports en commun. Donc c'est essentiellement des publics captifs, c'est-à-dire soit des scolaires, soit des personnes âgées ou des personnes qui n'ont ni le permis ni la voiture et qui ne peuvent donc se déplacer sur des longues distances qu'en transport en commun dans ces zones-là. Et les actifs, qui sont pourtant un public essentiel à capter pour décarboner la mobilité, sont quasiment absents des transports en commun. Donc ça, c'est un constat général, mais on remarque quand même des degrés de difficulté différents selon la taille de l'agglomération concernée. Donc dans le cas des grandes agglomérations, il y a déjà un réseau structurant de transport en commun qui est présent dans le centre, notamment dans la ville-centre, qui est attractif et efficace. Il y a une intermodalité qui est présente sur le territoire, notamment parce qu'il y a une contrainte forte qui est posée au stationnement et à la circulation des voitures dans ces zones-là, et qui incite donc les personnes à laisser leur voiture à l'extérieur des centres. En revanche, dans les agglomérations de taille moyenne, le réseau structurant est généralement à construire. Donc les transports en commun ne sont même pas attractifs dans le centre de l'agglomération. L'intermodalité est quasi inexistante parce que le concept de parking relais est plutôt inopérant, étant donné qu'il y a une absence de congestion aux entrées d'agglomération et une absence quasi totale de contraintes au stationnement, même dans l'hypercentre en fait, de ces zones-là. Donc malgré ces difficultés liées à l'urbanisme existant, les territoires qu'on allait voir ont quand même essayé de développer des solutions pour rendre les transports en commun plus attractifs. Et donc la solution technique, entre guillemets, la plus pertinente, c'est l'articulation entre politique d'urbanisme et politique de transport. Donc le principe, c'est de mettre en place un axe de transport en commun structurant avec une amplitude horaire et une fréquence suffisamment conséquente pour que ce soit attractif, et ensuite d'organiser sur le long terme des projets de densification, à la fois donc des programmes qui comportent des logements, des surfaces commerciales, des infrastructures de loisirs autour de cette zone, autour de cet axe de transport en commun. Et donc sur le long terme aussi de durcir les normes concernant le stationnement dans les constructions neuves, normes qu'on trouve donc dans les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Un exemple assez parlant de cette articulation entre urbanisme et transport, c'est la densification qui a été faite via un contrat d'axe sur la ligne E de tramway dans la métropole grenobloise. Donc c'est une ligne qui a été inaugurée en 2014 et qui visait à desservir ce que nous on considérait comme des zones de moyenne densité, donc des communes qui sont au nord-ouest de l'agglomération grenobloise. Donc ce contrat d'axe c'est constitué autour de 4 objectifs pour en priorité mettre en place une mobilité durable et donc gérer l'intensification urbaine aux abords de cet axe, ce qui a abouti à la création d'un fuseau d'intensification urbaine dans un périmètre de 500 mètres autour de l'axe de tramway qui était construit. Fuseau d'intensification urbaine dans lequel on a défini des objectifs de programmation par commune, c'est-à-dire que chaque commune qui était desservie par cette ligne de tram s'est engagée à construire un certain nombre de logements et de surfaces commerciales à échéance 2015 et 2020 autour de cette ligne de tramway. Et le contrat d'axe a aussi permis de gérer les déplacements et d'organiser les déplacements de rabattement autour de cette ligne, notamment des rabattements bus et en car pour les personnes qui n'habitent pas dans la métropole mais dans les territoires limitrophes, la mise en place de parkings relais et le développement des modes actifs. Voilà, donc ça c'est un exemple qui illustre bien le genre de solution qui peut être mise en place dans ces territoires. Ça c'était pour la partie technique, mais il y a aussi des efforts qui sont faits sur les offres commerciales pour essayer d'attirer les actifs. Donc par exemple dans les agglomérations de taille moyenne, il y a des offres de retour qui sont mises en place, qui permettent de se déplacer sur le réseau de transport en commun après la fin du service de journée. Donc c'est soit du transport à la demande, soit des navettes qui sont mises en place à heure fixe, en synergie avec les arrêts de transport en commun existants sur le réseau, pour permettre aux actifs de venir dans le centre-ville passer la soirée en bus ou en tram et de rentrer donc, avec ces systèmes qui sont mis en place. Il y a aussi des offres tarifaires qui sont travaillées pour essayer d'attirer les actifs, et notamment le post-paiement, qui est un système où on paye en début de mois uniquement le nombre de trajets qu'on a réalisés sur le réseau le mois précédent. Ça offre de la flexibilité puisque les AOM, les territoires, considèrent que les actifs ont un usage plus ponctuel que les publics captifs des transports en commun, et donc c'est des offres qui pourraient être plus adaptées à leurs besoins. C'est également plus simple. Et contrairement à des tickets ou des trajets qui pourraient être achetés à l'unité, c'est un système qui est éligible à la prime, à la participation employeur à hauteur de 50% pour le remboursement des transports, ce qui est pas négligeable non plus.
Et enfin, il y a des systèmes qui sont mis en place donc de desserte des zones d'activité pour les personnes qui travaillent en horaire posté ou de nuit et qui permettent donc de se rendre dans ces zones d'activité avant la mise en service du réseau, donc avant 5 h du matin en règle générale, et après 21 h. Voilà, donc ça c'est pour la partie transport en commun. Il y a aussi des choses qui sont faites, qui sont mises en place sur le vélo. Donc il y a une nécessité qui est bien identifiée par tous les acteurs qu'on a rencontrés sur le terrain, c'est celle de créer un système vélo qui repose sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est la création d'infrastructures sécurisées et d'équipements adaptés à la pratique du vélo. Le deuxième, c'est la mise en place d'un écosystème de services autour de la pratique du vélo. Et le troisième, c'est des actions de communication et d'animation sur le territoire pour inciter au changement de comportement modal et inciter à la pratique du vélo. Si on s'intéresse au premier pilier, ce qu'on a constaté dans l'ensemble des territoires dans lesquels on est allé, c'est un manque criant d'infrastructures et d'équipements. Donc il y a une absence de réseaux continus, de réseaux cyclables sécurisés et continus dans tous les territoires, donc même dans les zones de moyenne densité des agglomérations de Strasbourg et Grenoble par exemple, qui sont considérées comme des villes championnes du vélo à l'échelle nationale. On peut néanmoins nuancer un peu ça parce que ces métropoles en fait commencent à mettre en place, commence à mettre en place un réseau structurant. On a pour projet de le développer, donc un réseau structurant sécurisé qui permettra de se déplacer, même dans les zones de moyenne densité, de traverser le territoire de part en part. Alors que dans les agglomérations de taille moyenne, c'est pas un projet qui est pour le moment, identifié. Au niveau du stationnement vélo, c'est un enjeu qui est bien identifié par les territoires en gare et qui se traduit par la mise en place d'abris vélos sécurisés dont la fréquentation est très satisfaisante. Donc ça montre que ça répond aussi à un besoin des habitants. En revanche, il est insuffisant ailleurs. Donc il y a un manque de stationnement pratique aux abords des commerces, par exemple, dans les agglomérations de taille moyenne pour juste s'arrêter, acheter son pain et repartir. Il y a aussi des problèmes de stationnement à domicile ou de stationnement sur le lieu de travail. Donc il y a certaines agglomérations qui commencent à travailler sur ces questions-là, comme par exemple à Grenoble, où la métropole a lancé il y a quelques mois un nouveau service qui est le service de mini-box pour vélos. Donc c'est des mini-abris sécurisés qui peuvent contenir jusqu'à 5 vélos et qui sont disposés sur le territoire métropolitain à la demande des habitants pour cibler au mieux, répondre au mieux aux besoins qui est identifié et qui remontent du terrain. En matière de développement d'un écosystème de services autour du vélo, tous les territoires dans lesquels on est allé ont mis en place un service de location longue durée de vélo, donc soit vélo classique, soit vélo à assistance électrique. Et c'est un système qui donne satisfaction partout. D'après les acteurs qui mettent en place ce genre de service, c'est quelque chose qui légitime la pratique du vélo sur le territoire et la présence du vélo dans l'espace public. C'est des services qui rencontrent un vrai succès parce que c'est des services qui sont en expansion depuis leur création. Et dans tous les territoires dans lesquels on est allé, il y a des listes d'attente de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui ont donc été constituées suite à la mise en place de ces services. C'est aussi quelque chose qui est adapté aux besoins des habitants des zones de moyenne densité et qui est donc plus adapté et moins coûteux que les systèmes de vélos en location libre-service, puisque on n'a pas le coût des stations à installer et le fait de devoir replacer les vélos dans les stations quotidiennement. On remarque aussi qu'il y a un facteur d'attractivité, c'est les formules qui proposent à la fois la location du vélo, mais aussi l'accès à des abris vélos sécurisés sur le territoire et un entretien inclus donc dans la formule, parce que c'est quelque chose qui simplifie la vie en fait, des usagers et qui est vraiment plébiscité par les utilisateurs de ces services. Et ce genre de service de location longue durée génère bien du report modal depuis la voiture. Donc c'est ce qui a été mis en avant par la CAREN, donc la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, qui a évalué son service vélo, qui s'appelle Vélicéo. Donc c'est un service qui a été mis en place au printemps 2017 et qui a été évalué 8 mois après sa mise en service, donc en décembre 2017. Il en ressort que 65% des personnes donc des abonnés au service qui utilisent actuellement leur vélo pour faire leurs déplacements, faisaient ces déplacements auparavant en voiture. On constate aussi que c'est des utilisateurs assez réguliers parce qu'il y a 38% d'utilisateurs quotidiens et 27% d'utilisateurs réguliers donc, qui utilisent leur vélo au moins 2 ou 3 fois par ssemaine pour des trajets du quotidien, donc se rendre au travail, faire des courses, etc. Et parmi les personnes chez qui l'abonnement au service Vélicéo a provoqué des changements, 22% ont décidé de vendre leur voiture, 24% ont renoncé à l'achat d'une voiture et 19% ont résilié leur abonnement au service au transport en commun, au réseau de bus de la CAREN, ce qui montre que voilà, c'est bien un service qui permet de décarboner la mobilité.
Donc si ce service a globalement un retour, on fait un retour positif sur ce service, il n'y a quand même pas encore un écosystème qui se développe réellement dans les zones de moyenne densité. C'est encore dur de trouver des offres qui soient vraiment adaptées à tout le monde. On manque de vélocistes, donc c'est des territoires dans lesquels les associations vélo sont assez présentes et tentent de développer par exemple des ateliers d'autoréparation, même si pour le moment ça reste encore insuffisant. Il y a aussi des initiatives intéressantes qui sont mises en place par les collectivités. Par exemple, à Strasbourg, la métropole a créé une offre qui s'appelle l'offre Vélo Optimiste et qui permet, grâce à un partenariat avec des vélocistes et avec des banques sur le territoire, de proposer l'achat d'un VAE pour seulement 2 € par jour, entretien inclus. Donc c'est un peu des formules qui sont développées sur le même système que la voiture. Et enfin, pour ce qui est de l'animation et de la communication pour inciter au changement de comportement modal, il y a différentes actions qui peuvent être mises en œuvre sur le territoire. La première, c'est l'animation territoriale, donc des actions ponctuelles sur le territoire qui permettent d'inciter les gens à pratiquer. Ça peut être une porte d'entrée en fait, pour ensuite pratiquer le vélo de façon plus régulière. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est les présentations des services de location longue durée, des actions ponctuelles, en fait, par exemple sur un marché, proposées aux personnes qui sont là de tester en fait, les vélos qui sont proposés dans le cadre de la location, qui permet aussi de convaincre plus facilement les gens ensuite de se lancer. Les ateliers de remise en selle aussi sont quelque chose d'assez important. C'est un terrain qui est plutôt investi par les associations vélo, qui permet d'accompagner les gens dans la reprise du vélo, voire dans l'apprentissage du vélo pour qu'ensuite ils puissent l'utiliser au quotidien. Mais les acteurs publics sont aussi présents sur ce sujet-là. Et enfin, il y a des actions qui ciblent particulièrement le public scolaire. Donc là, il y a 2 axes différents. Il y a d'abord l'apaisement de la circulation aux abords des écoles. Et là, c'est c'est notamment les parents qui sont visés, en fait. Parce que le but, c'est d'inciter à la pratique, au fait de venir à vélo ou à pied à l'école. Et donc d'inciter, de décourager à l'usage de la voiture pour l'accompagnement. Sachant que pour les parents, l'accompagnement des enfants à l'école, c'est un trajet structurant dans la chaîne de déplacement ensuite de la journée. Il y a aussi des actions qui sont mises en place au sein des établissements. Sur le plus long terme, c'est de la sensibilisation des élèves pour leur apprendre à faire du vélo, à se déplacer sur la route. Mais voilà, c'est une optique de plus long terme. Donc ça, c'est les actions qui sont mises en place par les autorités organisatrices de la mobilité sur leur territoire. Et pour savoir si elles permettent réellement de décarboner la mobilité et quels sont leurs impacts sur les usages qui sont faits sur le territoire, on s'est intéressé au suivi et à l'évaluation qui était fait des services mis en place. Et là, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque criant d'évaluation par les territoires, par les autorités organisatrices de la mobilité dans l'ensemble des territoires qu'on a regardés, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur ancienneté, l'ancienneté de leur démarche. Et donc, c'était un peu problématique. Donc, ça se découpe en 3 axes. Le premier, c'est un manque général de connaissances sur les pratiques de mobilité des habitants. Donc ces pratiques de mobilité, elles sont mesurées tous les 10 ans par les enquêtes ménage-déplacement, qui sont des enquêtes très coûteuses et très longues à réaliser. Et donc comme elles sont réalisées que tous les 10 ans, simplement, ça ne permet pas d'avoir un suivi vraiment fin et précis, une connaissance vraiment précise des pratiques de mobilité des habitants. Et ensuite, quand on se renseigne, quand on regarde l'évaluation et le suivi qui est mis en place par rapport aux actions spécifiques qui sont mises en place par les collectivités, on se rend compte que le suivi il est essentiellement basé sur des chiffres de fréquentation, donc soit fréquentation de lignes de bus, soit fréquentation d'un service, par exemple, de location de vélo longue durée, et sur des enquêtes de satisfaction client, donc ponctualité, information voyageur, etc. Mais ça ne nous dit rien, encore une fois, sur les pratiques, et ça ne nous dit rien sur la décarbonation qui est permise en fait, par la politique de mobilité de l'AOM. Et enfin, donc du coup, il y a vraiment, à part, c'est un peu l'exception en fait, l'évaluation du système Vélicéo, c'est la seule qu'on a réussi à trouver qui s'intéresse au report modal qui est induit par un service spécifique mis en place par la collectivité. Dans le reste des cas, le report modal est complètement absent des évaluations. Et c'est aussi pour ça qu'on a un atelier cet après-midi sur le sujet, pour essayer de creuser un peu plus cette question-là. Donc comme je vous l'ai dit, la problématique qui se pose, c'est que le public clé entre guillemets de la décarbonation de la mobilité, à savoir les actifs, échappe partiellement aux politiques qui sont mises en place par les collectivités. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de s'intéresser aux actions qui ont été mises en place par les employeurs qui ciblent donc directement ce public-là. Et je vais laisser Laura présenter du coup la suite. Oui, merci, effectivement. Et en sachant en plus que les déplacements domicile-travail dans les zones de moyenne densité représentent quand même beaucoup de kilomètres parcourus.
de distance et de kilomètres parcourus en voiture. Donc, les plans de mobilité ont été introduits par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000. Donc, il est possible, depuis une vingtaine d'années, pour les employeurs de les mettre en œuvre d'une façon volontaire. Et ensuite, ils ont été rendus obligatoires pour les entreprises qui ont plus de 100 salariés sur un même site à partir du 1er janvier 2018. Plan de mobilité, juste pour rappel, c'est toute une série d'actions qui sont décidées par les entreprises pour justement favoriser le report des trajets domicile-travail de leurs employés vers des modes moins carbonés. Donc on est pile dans la problématique. Le plan de mobilité est ensuite donc élaboré par l'entreprise et ensuite transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité. Donc nous nous sommes efforcés d'aller rencontrer à la fois des personnes, des référents mobilité et chargés de développement dans les collectivités locales et puis aussi auprès des entreprises. Donc on a contacté pas mal d'entreprises. Et au final, donc, on a pu rencontrer 4 représentants des directeurs de plans de mobilité. Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, la CPAM, Nantes-Saint-Nazaire, le port autonome de Strasbourg et le commissariat à l'énergie atomique donc, à Grenoble. Donc, c'est aussi basé, les retours sont aussi basés sur ces entretiens. Ce qu'on a constaté d'une manière générale, au-delà de ces cas qui sont un peu exemplaires tout de même, c'est que les plans de mobilité sont encore très peu déployés. Il y en a peu peu d'entreprises qui prennent l'initiative, et ensuite il y a des entreprises qui prennent l'initiative, nomment éventuellement un référent mobilité, mais ensuite ça n'est pas suivi vraiment de mise en œuvre d'action ou de suivi ou d'animation, donc le plan de mobilité s'essouffle. Sous-jacent un peu à cette problématique, il y a celle du manque de moyens, c'est-à-dire que souvent les référents mobilité sont aussi des personnes qui sont censées consacrer 5% de leur temps à peu près au plan de mobilité. Et sous-jacent encore, c'est le fait que la mobilité n'est généralement pas identifiée par les entreprises, en tout cas c'est le retour qu'on nous en a fait. Elle n'est pas identifiée par les entreprises comme un sujet dont il faudrait qu'elles se saisissent, parce que ça fait partie plutôt de la sphère privée des employés. On a tout de même essayé de voir quels étaient les ressorts pour les entreprises, pour développer des plans de mobilité, histoire de voir comment on peut bâtir sur l'existant pour en faire davantage. Alors, il se trouve que la nécessité de réduire le besoin de stationnement est un ressort très puissant, soit dans le cadre d'agrandissement d'activités, c'est-à-dire une entreprise qui souhaite développer ses activités productives, et donc elle peut le faire en rognant sur le stationnement. Un déménagement vers des sites plus petits ou bien encore des travaux qui nécessitent d'utiliser d'une manière plus ou moins permanente un certain nombre de places de stationnement. Il y a aussi un levier qui est relativement important, c'est la synergie du plan de mobilité avec l'image de marque, c'est-à-dire par exemple dans le cas du CEA, évidemment, le fait de décarboner la mobilité des employés est aussi quelque chose qui est en forte synergie avec l'image qui est portée par l'entreprise. Et donc, ça permet aussi un portage par la direction. L'élargissement aussi des possibilités de recrutement est quelque chose qui est cité également, notamment le port autonome de Strasbourg nous en a parlé, c'est-à-dire pour les employés, pour les entreprises, c'est important de pouvoir aussi recruter auprès des gens qui n'ont pas forcément le permis de conduire dans les zones de moyenne densité.
Alors, on va parler... on n'aura pas le temps de développer toutes les actions qui ont été mises en œuvre par les employeurs, bien que ça soit très intéressant. Donc, vous le trouverez après dans les études de cas, le détail. Juste pour dire que le CEA Grenoble a mis en œuvre une politique, un plan de mobilité depuis 2002. Et que avec donc des actions volontaristes, un fort portage par la direction, des animations aussi et une communication importante, et que de réduire la part de l'autosolisme dans les trajets domicile-travail, c'est possible. Évidemment, c'est possible sur la durée, donc il faut enclencher un certain nombre d'actions et puis surtout tenir le cap. Mais donc les statistiques, en plus, c'est un plan de mobilité qui est évalué. C'est vraiment pas le cas de tous les plans de mobilité. Et il y a eu effectivement une réduction de la part de l'autosolisme dans les trajets domicile-travail au profit notamment des transports en commun et du vélo. Alors, quelques clés de réussite d'un plan de mobilité pour les entreprises, sans avoir la prétention d'être exhaustif. C'est évidemment cibler les mesures, c'est-à-dire au lieu de faire des mesures un peu tout venant, faire un accompagnement relativement ciblé. Par exemple, dans le cas du CEA, il y avait eu une cartographie des salariés, des lieux de résidence des salariés qui avait été établie grâce à un partenariat d'ailleurs avec l'ADEME. Et donc, ça a permis de cibler les actions vers les actions des transports en commun, sur les transports en commun vis-à-vis de ceux qui habitent plutôt la zone dense, des actions sur le covoiturage vis-à-vis de ceux qui habitent loin et qui peuvent regrouper leurs trajets, etc. Ça, c'est intéressant. Évidemment, mettre en place des infrastructures et des équipements adaptés. Alors l'enjeu, c'est sûr, c'est d'avoir du stationnement vélo, du stationnement des pistes cyclables à l'intérieur, qui soit aussi coordonné avec ce qui se passe à l'extérieur, donc d'où l'intérêt de travailler avec l'autorité organisatrice de la mobilité. Agir sur le stationnement, oui, ça c'est très important. Un donnant, là pour le coup, là on a parlé tout à l'heure de faire pencher la balance du côté des modes alternatifs. Ça c'est une façon de faire pencher la balance, c'est-à-dire par exemple réserver des places de stationnement plus proches de l'entrée de l'entreprise à ceux qui covoiturent, au vélo, et plus loin à ceux qui viennent en autosolisme. Réaliser un accompagnement et une animation continue, alors ça, c'est quelque chose dont plusieurs acteurs nous ont parlé comme étant quelque chose d'important. Évidemment, ça se heurte puissamment aux freins dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens humains et financiers. Et définir des indicateurs de suivi et d'évaluation, c'est tout de même important parce que ça permet de voir quelles actions ont marché et quelles actions n'ont pas marché. Et donc, les actions qui n'ont pas forcément marché, il faut changer. Sauf que si on n'a rien mis en œuvre en termes d'évaluation, on ne le sait pas. Et donc, effectivement, un rôle clé aussi du dialogue entre l'entreprise et l'autorité organisatrice de la mobilité, évidemment, et aussi du portage par la direction, notamment aussi pour la mise à disposition des moyens humains et financiers. Alors, juste pour illustrer, là aussi, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais pour illustrer l'importance du levier stationnement, la CPAM est présente à la fois sur le site de Nantes et sur le site de Saint-Nazaire. Ils ont mis en œuvre un plan de mobilité la même année, donc 2013. Et ce qu'ils ont constaté par rapport aux mesures qu'ils ont prises, c'est qu'en 2018, quand ils ont fait une évaluation ex post, ils ont vu que la part de l'autosolisme avait diminué de 64% à 31% sur le site de Nantes, et que sur le site de Saint-Nazaire, il y avait eu une amélioration, mais on était toujours autour des 70%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Surtout, c'est le retour que le responsable du plan de mobilité nous a fait. En fait, c'est que le site de Nantes est au centre-ville. Le stationnement à l'extérieur de l'entreprise est payant. À l'intérieur de l'entreprise, le stationnement est contraint. Donc, il n'y a pratiquement que ceux qui font du covoiturage qui peuvent être sûrs
de stationner. C'est-à-dire si vous venez en voiture solo, vous n'êtes pas sûr de pouvoir stationner. Alors évidemment, il y a des dérogations pour ceux qui habitent dans des zones non desservies, etc. Mais enfin, c'est un levier hyper puissant. À Saint-Nazaire, on est dans une configuration, au contraire, où le stationnement est foisonnant à l'extérieur de l'entreprise. Donc il n'y en a pas dans l'entreprise, mais il est foisonnant à l'extérieur. Il est gratuit, donc pas de problème. D'où quelques pistes d'action aussi pour les intercommunalités. Enfin, ça découle déjà de ce que j'ai dit. Et en plus, mettre en œuvre des avantages aussi, conditionnés à la mise en œuvre d'un plan de mobilité dans les entreprises. Ça peut aussi fonctionner. Des réductions sur l'abonnement du réseau de transport en commun, des actions de ce type. Et puis, systématiser aussi l'accompagnement des employeurs. Notamment, ça vaut pour les petites entreprises qui ont peu de savoir-faire pour ce qui concerne les plans de mobilité et qui ont donc besoin d'être accompagnés. Et donc un frein aussi auprès des collectivités locales, hein, c'est les moyens humains, techniques et financiers. Ça va un peu ensemble. Je vais faire une incursion dans le covoiturage, dans le temps qui me reste. Le covoiturage courte distance, donc ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une multitude de configurations du covoiturage là où on a été, que globalement, les collectivités retirent plutôt une image de complexité. C'est-à-dire il n'y a pas de clarté dans les modèles et dans ce qu'il faut faire, et aussi des résultats globalement mitigés au niveau de la fréquentation, c'est-à-dire ça ne prend pas beaucoup pour l'instant. Le seul endroit où on a trouvé des résultats relativement concluants, déjà documentés, parce que ça n'est pas forcément le cas hein, de toutes les plateformes, mais concluants, c'est dans le cadre des plans de mobilité. Donc on l'a plutôt traité par ce prisme-là. Et par ce prisme-là, les retours qu'on a du covoiturage à travers les plans de mobilité, c'est que il est intéressant, les conditions qui favorisent la réussite, c'est la garantie trajet, c'est-à-dire les covoitureurs et notamment les passagers ressentent un frein très important à covoiturer parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin d'utiliser ma voiture, je ne sais pas, mon fils est malade, je dois retourner, mon covoitureur n'est pas disponible, et donc la garantie trajet est quelque chose qui permet de lever un frein très important. L'animation régulière des équipes. Alors, il y a des équipes qui font leur vie, mais pour que le covoiturage subsiste, il est nécessaire apparemment d'avoir une animation dans le temps. Ce qui est intéressant aussi pour le covoiturage, c'est d'avoir une mutualisation, notamment pour les entreprises qui ne sont pas très grosses, d'avoir une mutualisation dans le cadre de plans de déplacement inter-entreprises. D'où le fait que aussi les autorités organisatrices de la mobilité devraient soutenir aussi ce type d'initiative. Et puis, évidemment, les avantages aussi pour les covoitureurs. On a parlé de l'avantage stationnement, ça peut être aussi un avantage financier. Mais il y a des freins tout de même encore très importants. Des freins psychosociaux, c'est-à-dire le fait de devoir covoiturer, la peur de ne pas pouvoir rentrer librement, etc. Une méconnaissance du coût réel d'utilisation de la voiture en solo. Et aussi une réglementation fiscale et sociale qui est encore ambiguë. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où on nous dit mais nous, même ceux qui covoiturent, ils ne se déclarent pas parce qu'ils perdent l'indemnité kilométrique voiture. Donc voilà, il y a une réflexion à mener aussi sur ce sujet-là.
comment faire pencher la balance? Évidemment, on ne pouvait pas terminer cette présentation sans dire qu'il est tout de même important d'agir certes sur les modes alternatifs, mais aussi sur l'intérêt d'utiliser la voiture en solo. Et donc, au niveau de la fiscalité, au niveau de l'utilisation de l'espace public, la réallocation de l'espace sur la voirie, la contrainte au stationnement, à la circulation, et que l'imposition de ces contraintes rencontre des freins très puissants dans les territoires. Alors ça peut être des fois parce qu'on n'a pas identifié que il faut agir d'un côté, mais il faut agir de l'autre aussi pour que ça soit efficace, pour ne pas justement empiler les mesures. Ça peut être aussi des freins politiques qui sont liés à l'acceptabilité par les citoyens de la contrainte à la voiture. Il y a aussi, bien entendu, la gouvernance relativement complexe des projets d'aménagement de voirie, et notamment entre l'intercommunalité et les maires. On n'a pas le temps de rentrer vraiment dans le détail, mais quand le pouvoir de police et la compétence de voirie et une partie de la réglementation du stationnement sont dans les mains de chaque maire des intercommunalités, il y a souvent plus 10, 20, 30, 40 communes dans une intercommunalité. C'est difficile aussi de mettre en œuvre des mesures. Voilà pour cette présentation. Donc d'ici le rapport final, nous allons élaborer les autres études de cas. Et aussi, nous espérons pouvoir apporter des compléments sur les sujets qu'on vous a présentés et également aborder peut-être d'autres sujets sur la transition vers une mobilité bas carbone. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, Anne-Blandine Dassancourt, directrice environnement de Keolis. Alors du coup, l'intérêt de Keolis pour cette étude, c'est tout simplement que Keolis est opérateur de transport de voyageurs présents dans ces pays, dont historiquement la France. Et en fait, chez Keolis, on se positionne comme partenaire des territoires. Et du coup, toutes les études, toutes les suggestions qui nous aident à faire préférer les transports partagés sont les bienvenus. Et donc voilà, et donc du coup on a souhaité soutenir le chiffre dans cette étude pour justement avoir une vision encore plus large de celle qu'on peut avoir en tant qu'opérateur, pour identifier les leviers, les freins. Voilà, après nous on est à disposition également des collectivités pour voir comment est-ce qu'on peut contribuer à avoir de meilleures politiques d'évaluation. Voilà. Alors, je mettrai une petite nuance, puisque en tant que directrice environnement, j'ai la chance de pouvoir accompagner certaines de nos filiales qui ont une obligation contractuelle de faire un bilan carbone. Donc voilà, je mettrai une petite nuance, c'est-à-dire que effectivement, ce que je comprends des premières conclusions, c'est qu'il n'y a pas systématiquement des indicateurs qui donnent la réduction des émissions de gaz à effet de serre induites par les politiques de mobilité. Pour autant, voilà, c'est pas rare que dans nos contrats, en tant qu'opérateur de la mobilité, on doit faire un calcul des émissions de gaz à effet de serre de notre service à une date, en général date de contrat, et puis quelques années après, quand notamment on a travaillé sur un remaniement de l'offre, et voilà. Et donc du coup, en tant que partenaire du territoire, on n'est pas tout seul, évidemment. Nous, on va donner notre part, voilà, et la vision d'ensemble, elle est portée par l'autorité organisatrice. Voilà. Après, dans les leviers, effectivement, tous les différents systèmes, voilà, nous, on est convaincus que ce qui est important, c'est l'intermodalité, la multimodalité. Il y a aussi tout le dispositif de masse, la mobility as a service, pour proposer voilà, un maximum de services qui, justement, vient faire un système alternatif à l'autosolisme dans les bassins de vie. Merci beaucoup. Du coup, on laisse la parole à Monsieur Boutin pour l'ASFA. Oui, merci.
Alors l'ASFA, c'est l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. Là encore, pourquoi on participe à cette étude? Les autoroutes concédées en France, elles ont été conçues d'abord pour faire le maillage interurbain, donc relier les villes entre elles, et peu la mobilité urbaine au départ. Et historiquement, on s'est rendu compte que les autoroutes ont rejoint les villes ou les villes ont rejoint les autoroutes, soit parce que nos réseaux ont eu des concessions qui se sont rapprochées, c'est par exemple des autoroutes comme la 86 ou la 14, soit aussi parce que les villes ont choisi ou ont eu un développement qui utilisait préférentiellement les axes de desserte en transport et donc les réseaux structurants comme les autoroutes. Donc aujourd'hui se pose la question des usages sur ces autoroutes urbaines. On est aussi un secteur, un métier dans lequel le carbone c'est un vrai sujet évidemment. D'abord pour l'infrastructure, mais le temps du développement de l'infrastructure il est un peu derrière nous, donc on n'est plus sur des utilisations carbone importantes pour développer le réseau. Par contre on a des clients, des usagers qui utilisent nos infrastructures et qui se déplacent beaucoup, principalement sur des véhicules à motorisation carbonée. Donc le sujet il est crucial et on se pose évidemment la question de savoir comment accompagner la nécessaire transition vers une mobilité qui sera moins carbonée dans le futur. Quand on regarde ça, un des endroits sur lequel on a probablement le plus de leviers d'action, c'est certainement dans les zones de mobilité peu dense, périurbaines, là où les autoroutes sont présentes, peuvent être pertinentes pour être un support de la mobilité. Et on se rend compte qu'on peut essayer de favoriser des usages partagés des voitures, éviter l'autosolisme qui est malheureusement très largement répandu, tant par du covoiturage que par le développement de transports en commun. On a d'ailleurs fait une étude à cet égard pour identifier les flux domicile-travail qui pouvaient passer sur les différents axes structurants dans les grandes villes. Et on l'a comparé aux services de transport en commun utilisant des autoroutes qui existaient. Il y en a en gros 3 principaux sur les réseaux des membres de l'ASFA. Je pense aux services qui utilisent l'autoroute A14, ce qu'on appelle la 14 Express, ceux qui utilisent l'autoroute A10, et à Grenoble, ça tombe bien, c'est une des études de cas sur la 48. Et on se rend compte que ces services sont des grands succès, alors même quand on fait une comparaison des classements des axes en fonction de la densité de demande sur chacun des axes, on est plutôt sur des axes qui ne sont pas les plus fréquentés. Il y a des tas d'agglos qui ressortent comme ayant un potentiel bien plus important que ça. Par exemple Toulouse, pour n'en citer qu'une seule, pour lequel il y a énormément de flux de domicile-travail qui tous les matins passent le long des autoroutes où pourraient utiliser donc des services mutualisés. Pour le covoiturage, dans l'étude, c'est un sujet complexe. Monsieur parlait de cohérence tout à l'heure et je pense qu'il a raison parce qu'on est sur un sujet sur lequel il y a du covoiturage organisé, mais il y a aussi beaucoup de covoiturage informel. Et pour identifier ça, c'est pas très simple. Nous, notre conviction, c'est que pour du covoiturage courte distance, une incitation probablement efficace, c'est la mise à disposition de voies réservées quand c'est possible, notamment dans les zones peu denses. Évidemment, dans les cœurs d'agglomération, là, je pense que c'est hors sujet et que des voies de bus doivent rester des voies de bus. Mais dans les zones peu denses, sur les axes structurants, des voies réservées peuvent être mises en œuvre. Et d'ailleurs, là encore à Grenoble, une voie est en train d'être réalisée de la sorte sur l'autoroute A48 qui traverse toute l'agglomération. Et j'espère qu'elle aura les résultats qu'on a pu prévoir. Parce que au-delà de la garantie de trajet dont vous avez parlé, je pense que la garantie du temps de trajet, ou au moins une amélioration du temps de trajet, est un levier incitatif au moins aussi puissant qu'un levier financier ou fiscal pour les covoitureurs. Et c'est un levier incitatif qui ne pose pas de problèmes justement fiscaux ou structurels et qui évite une concurrence entre covoiturage et VTC par exemple si jamais l'incitation financière devenait trop importante. Donc pour nous c'est des pistes de développement très importantes auxquelles on croit beaucoup, qui permettent de monter le taux d'occupation des véhicules. Et bah voilà, après c'est juste une règle de 3, plus vous montez le taux d'occupation, plus vous divisez le carbone par personne et par kilomètre. Merci beaucoup. La parole est donc à Élodie Trochessac pour l'ADEME. Pour l'ADEME. Bonjour à tous. À l'ADEME, on mène beaucoup d'études qui nous font faire le constat qu'en effet, dans le secteur des transports, les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas.
Et c'est assez agaçant, oui, c'est assez surprenant parce qu'on parle beaucoup, on voit beaucoup dans la presse, dans les médias, des focus sur les villes-centres des grandes métropoles, dans lesquels on voit une augmentation des modes actifs, on voit une réduction du trafic motorisé. Et on a un effet de loupe qui nous fait oublier qu'on a une fracture territoriale absolument monstrueuse sur tout ce qui touche à la mobilité. D'où l'intérêt de travailler de plus en plus sur ces zones moyennement denses. Côté ADEME, nous avons lancé plusieurs appels à projets pour cibler ces zones moyennement denses, faiblement et moyennement denses. Donc l'appel à projet TENMOD, qui s'inscrit dans France Mobilité, donc territoire d'expérimentation de nouvelles mobilités durables. Nous avons également lancé un appel à projet Vélo et territoire, qui ciblait là encore ces zones faiblement et moyennement denses. Et le constat qu'on fait, il est sans appel. Il y a beaucoup d'appétence et de bonne volonté de la part des élus de ces zones pour commencer à travailler sur ces sujets. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a de la même manière l'Observatoire des mobilités émergentes qui, tout en montrant fortement cette fracture territoriale dans l'accès à l'offre, dans la connaissance de l'offre et dans les alternatives à la voiture, montre également que l'appétence pour une économie décarbonée, pour une mobilité décarbonée, elle est partout en France. C'est pas l'apanage des grandes villes. Le réveil de la conscience environnementale, il se fait partout, y compris dans les zones faiblement denses, y compris dans les zones moyennement denses. Donc, on a une appétence d'une part considérable de la population, on a une appétence d'une part qui commence à être considérable des élus. Qu'est-ce qui manque maintenant ? Il manque de la méthode, de l'accompagnement et de l'évaluation. Et je pense que c'est ce qui nous intéresse dans cette étude, en parallèle de tous les appels à projets que nous pouvons mener, c'est la visibilité, le lobbying, parce que même si une part considérable commence à emboîter le pas, on est loin d'avoir 100% des élus français qui se posent cette question de la mobilité décarbonée. Et puis donc le lobbying, et puis la méthode, la visibilité, l'inspiration. On a besoin de retour d'expérience, on a besoin de montrer à ces territoires que c'est possible, même en dehors de Paris, même en dehors des villes-centres. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on finance ce projet, pour l'inspiration et la méthode qu'il peut apporter à ces territoires dont on attend beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Élodie. Est-ce qu'éventuellement il y a une ou deux questions de la salle pour nos financeurs ? Une là-bas, et puis bon, après on ira passer à la pause café pour continuer les discussions si jamais si besoin. Est-ce qu'on aurait un deuxième micro dans les environs ? Bonjour, Nawel Nurmukamedov, service mobilité mairie de Versailles. J'ai une question, plutôt peut-être une réaction suite à votre intervention, monsieur, pour les sociétés des autoroutes. Je suis ravie de vous voir ici et de vous entendre dire que les axes autoroutiers sont structurants pour toute une partie de la population. Je vous rejoins, c'est tout à fait vrai. On le voit en Île-de-France, qui est un territoire connu à juste raison ou pas pour son offre en transport en commun. Et je dis ça parce que il me semble que les axes autoroutiers sont structurants pour une partie de la population seulement, et qu'ils représentent pour notamment les cyclistes des freins à la mobilité finalement, puisque des obstacles physiques. Voilà. Et moi je rêve quelque part de voir des axes autoroutiers qui soient en partie réservés à des autoroutes cyclables. Voilà. Vous parliez tout à l'heure d'une voie qui pourrait être réservée éventuellement aux covoitureurs. J'imagine une voie réservée aux cyclistes avec un site propre cycliste. Et là, ce serait vraiment une capacité de relier les villes entre elles et d'utiliser ce réseau structurant que nous avons pour bouger les lignes au niveau de la mobilité cyclable qui, pour l'instant, ne s'entend qu'au niveau des villes, voire des intercommunalités, mais pas beaucoup plus loin. Merci. Je vais répondre rapidement. Il se trouve que je suis cycliste, je suis venu en vélo ce matin, j'en fais beaucoup aussi en loisir. Faire du vélo le long d'une autoroute, ça ne m'intéresse pas. C'est un projet qui avait été regardé le long de l'A4 à Marne-la-Vallée.
Si vous faites un trajet entre Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand, c'est 5 km de ligne droite. Si par hasard il y a du vent, très franchement, je préfère prendre un autre itinéraire. Là où vous avez raison, c'est que les autoroutes ne doivent pas servir de coupure. Que des itinéraires cyclables puissent se développer, la traverser quand ils en ont envie, quand c'est nécessaire, ça c'est intéressant. Mais à mon avis, le concept d'autoroute à vélo, d'itinéraire structurant à vélo, c'est un concept vraiment intéressant, vraiment pertinent, mais pas sur une bande d'arrêt d'urgence, pas seulement pour des raisons de sécurité, parce que quand vous roulez avec un flux juste à côté, avec éventuellement des poids lourds, franchement, ça a peu d'intérêt pour un cycliste. Merci beaucoup. Du coup, on va s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup donc, à nos 3 financeurs d'avoir réagi, et puis à Laura et à Alessia pour leur présentation du rapport.